vous imaginez un médicament pensé pour le cœur et qui devient la star des traitements pour les cheveux. C'est un peu l'histoire folle du minoxidil. Aujourd'hui, on se penche sur cette molécule, le minoxidil donc, qui est devenu un traitement de référence qu'on applique localement pour la perte de cheveux. On va s'appuyer sur une source vidéo assez complète pour explorer un peu son parcours, comment ça marche et les points importants à savoir. Alors, tout a commencé quand on l'utilisait par voie orale contre l'hypertension artérielle. Et là, les médecins ont remarqué un truc assez curieux. Ah oui. Une augmentation de la pilosité. Sur le corps, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, sur le cuir chevelu. Oui, et c'est justement ça qui a mis la puce à l'oreille des chercheurs. Ils se sont dit, et si on essayait de l'appliquer directement là où on veut l'effet, c'est-à-dire sur le cuir chevelu. Pour cibler l'action, quoi. En fait, son action principale, elle vient de sa nature de vasodilatateur. C'était sa fonction première pour la tension. D'accord. Quand on l'applique sur la peau, il va dilater les petits vaisseaux sanguins du cuir chevelu, et la conséquence, c'est simple. Plus de sang qui arrive aux follicules pileux. Ce qui les nourrit mieux, j'imagine. Exactement. Ça les nourrit, ça les fortifie. Mais est-ce que c'est juste ça ? Juste une meilleure circulation ? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? La source en dit plus ? Très bonne remarque. Non, ce n'est pas que ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce qui est fascinant ici, c'est cette double action. Ah ! En plus de réveiller les follicules avec plus de sang, le minoxidil, il va aussi stimuler directement la division des cellules dans ces follicules. D'accord. Il relance leur cycle de production en quelque sorte. C'est cette combinaison, cette synergie des deux effets qui explique pourquoi ça marche parfois mieux que d'autres approches. C'est intéressant ça. Et d'ailleurs, c'est bien le seul médicament approuvé en traitement topique, c'est-à-dire qu'on applique sur la peau pour la chute de cheveux, non ? Tout à fait, c'est le seul approuvé spécifiquement pour ça. On le trouve surtout en 2 concentrations, si je me souviens bien, 2% pour les femmes et 5% pour les hommes. La vidéo expliquait pourquoi cette différence ? Oui, en général, la perte de cheveux chez l'homme peut être plus étendue, donc une concentration plus forte est souvent jugée plus adaptée. D'accord, logique. Et question résultat, il faut s'attendre à voir quelque chose rapidement ou... Alors, l'amont. Ah, La patience est de mise, comme on dit. La source indique qu'il faut généralement attendre entre 3 et 6 mois d'application régulière tous les jours pour commencer à voir des résultats notables. 3 à 6 mois quand même. Faut être assidu. C'est ça. Parlons un peu des effets secondaires possibles. Le plus courant, et la source insiste là-dessus, c'est une éventuelle légère augmentation de la pilosité ailleurs. Ailleurs. C'est-à-dire... Sur le visage ou sur le corps. Ça arrive parce qu'une petite partie du produit peut passer à travers la peau et entrer dans la circulation sanguine. Bon, pour les hommes, ce n'est pas toujours un gros problème. Mais pour les femmes, ça peut être un peu plus gênant. Surtout avec la concentration à 5%. D'accord, c'est bon à savoir ça. Et puis, très important, il y a des contre-indications claires. Le minoxidil ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou qui allaitent. Logique. Ni par les personnes de moins de 18 ans. Et bien sûr, si on est allergique au produit ou à l'un de ses composants. D'accord, très clair. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a un médicament pour la tension qui, par un effet secondaire inattendu, devient un traitement majeur pour les cheveux. C'est ça. Son action, c'est un duo, vasodilatation pour mieux nourrir et stimulation des cellules pour relancer la machine. Exactement. Et on l'utilise en 2% ou 5% selon les cas. Voilà. La source souligne bien son efficacité quand il est utilisé correctement, régulièrement. Et son coût reste assez abordable, ce qui est un plus. Oui. Mais, et c'est fondamental, il faut être conscient des effets secondaires potentiels, même s'ils ne sont pas systématiques, et surtout respecter scrupuleusement les contre-indications. Bien sûr. Et tout ça, ça amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non ? Je me demande comment l'étude de ces effets secondaires, parfois découverts par hasard comme ici, pourrait continuer à nous ouvrir des portes vers de nouvelles thérapies complètement inattendues dans d'autres domaines. C'est une piste intéressante, je trouve.